Il est 20 heures. Vous rentrez chez vous, épuisé. Vous n'avez pas couru de marathon, vous avez simplement passé la journée dans un bureau, ou à courir entre deux rendez-vous. Pourtant, votre corps est lourd, et votre esprit tourne à vide. Et le pire ? C'est ce sentiment de culpabilité qui vous ronge lorsque vous essayez enfin de vous reposer le dimanche. Vous avez l'impression de perdre votre temps. Vous pensez que c'est normal. Que c'est le prix inévitable de la vie moderne. Que tout le monde ressent cette friction constante entre l'effort fourni et la récompense obtenue. Mais ce que vous ressentez n'est pas de la simple fatigue. La fatigue se guérit avec du sommeil. Ce que vous vivez, c'est le symptôme silencieux d'une faillite émotionnelle complète. Une défaillance dans la mécanique même de votre esprit, où le corps continue d'avancer par pure inertie, alors que le moteur du sens est totalement à sec. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de stress. Nous allons disséquer l'architecture invisible du burn-out. Nous allons comprendre pourquoi ce sont souvent les individus les plus brillants et les plus dévoués qui s'effondrent en premier. Et pourquoi les solutions qu'on vous vend comme prendre un week-end de repos sont psychologiquement et psychologiquement incapables de vous réparer. Le psychologue Herbert Freudenberger a été le premier à cartographier ce phénomène. Il a utilisé une métaphore glaçante, les humains en burn-out sont comme des immeubles ravagés par un incendie. À l'intérieur, tout est carbonisé, l'infrastructure est détruite. Mais de l'extérieur, la façade semble parfaitement intacte. Le piège absolu du burn-out, c'est qu'il ne s'annonce pas par la paresse. Il commence par l'exact opposé, un surengagement obsessionnel. C'est ce que Freudenberger appelle la spirale volontaire. Vous choisissez de nager plus vite, sans réaliser que vous êtes en train de vous noyer. Vous commencez par déclasser vos besoins physiologiques primaires. Le sommeil, l'alimentation, le repos ne sont plus vus comme des nécessités cliniques, mais comme des obstacles à votre productivité. L'empereur philosophe Marc Aurèle avertissait déjà, négliger son propre corps, c'est compromettre sa capacité même à juger le réel. Et puis, survient une mutation silencieuse. Une perte totale de flexibilité émotionnelle. Un email ambigu, une remarque de votre supérieur, un retard de train, et votre système nerveux réagit comme s'il s'agissait d'une menace vitale. L'énergie de réserve nécessaire pour absorber les chocs quotidiens n'existe plus. Mais avant de comprendre le cœur du problème, observez cette phase que vous avez peut-être déjà traversée, la dépersonnalisation. C'est le moment précis où l'humain en face de vous, que ce soit un client, un collègue, ou même un patient, cesse d'être une personne pour devenir une charge, un numéro, un obstacle. Ce n'est pas de la cruauté. C'est une armure psychologique. C'est votre cerveau qui paralyse sélectivement vos émotions pour stopper l'hémorragie. Vous devenez un automate de haute performance, vide à l'intérieur. C'est ce qui mène au quitting, la démission silencieuse. Vous êtes là physiquement, mais le contrat moral est rompu. Mais pourquoi notre système nerveux accepte-t-il cette torture ? Pourquoi devenons-nous les complices de notre propre épuisement ? La réponse ne se trouve pas seulement dans la psychologie, mais dans la sociologie moderne. Le philosophe Byung-Chul Han, dans son essai La société de la fatigue, pose un diagnostic terrifiant: nous sommes passés d'une société de la contrainte à une société de la performance. Auparavant, le pouvoir était extérieur. Il y avait un maître et un ouvrier. Aujourd'hui, l'exploitation a muté, elle est devenue interne. L'individu moderne est à la fois le bourreau et la victime. Nous nous exploitons nous-mêmes, volontairement, en croyant réaliser notre plein potentiel. L'esclavage contemporain n'a pas besoin de chaînes, il lui suffit de vous convaincre que votre valeur en tant qu'être humain est strictement mathématique, calculée sur votre rendement. Et les chiffres le prouvent. Ce n'est pas une faiblesse individuelle. En 2019, l'Organisation mondiale de la santé a classé le burn-out dans la classification internationale des maladies. C'est un effondrement structurel. L'architecture même de notre rapport au travail est pathogène. Pourquoi vous sentez-vous coupable de vous asseoir sur votre canapé ? Parce que le système a réussi le tour de force d'associer votre identité à votre utilité économique. Mais comme le souligne le psychiatre Viktor Frankl, qui a étudié la résilience humaine dans les pires conditions imaginables, celui qui a un pourquoi et qui lui tient lieu de but, peut vivre avec n'importe quel comment en point. Le burn-out n'est pas une crise de l'énergie.
C'est une crise du sens. Vous pouvez soulever des montagnes si vous savez pourquoi vous le faites. Mais vous vous briserez sous le poids d'une plume si l'action est vidée de sa substance. Voilà pourquoi un congé maladie ou des exercices de respiration ne suffiront jamais à une véritable réhabilitation si le lien vital entre vos actions et vos valeurs reste sectionné. Comprendre cela, ce n'est pas admettre une défaite. C'est reprendre le contrôle de votre propre mécanique mentale. C'est voir la matrice pour ce qu'elle est. Mais si nous sacrifions notre santé physique et mentale sur l'autel du travail, où va le fruit de ce sacrifice? Si nous travaillons autant, pourquoi la sécurité financière semble-t-elle toujours s'éloigner? Pourquoi, malgré tous ces efforts, l'angoisse du 15 du mois reste-t-elle une réalité mathématique étouffante? La psychologie du SMIC est ce qui fait que votre salaire se volatilise systématiquement avant la fin du mois. On en parle la semaine prochaine.